Tout a commencé par un coup de sifflet auquel personne ne faisait confiance avant même le premier ballon. 4 années de colère enfouie, une désignation arbitrale qui avait déclenché toutes les alarmes sur 2 continents, puis une superstar figée devant le point de pénalty pendant 3 minutes insoutenable, tandis qu'un stade entier retenait son souffle. L'heure suivante déciderait de bien plus qu'un match de football. Elle déterminerait si l'une des rivalités les plus émotionnelles de l'histoire récente du mondial trouvait enfin une conclusion ou ouvrait une blessure plus profonde. France-Maroc, en quart de finale du mondial 2026, disputé dans la chaleur étouffante de Foxborough, dans le Massachusetts, n'a jamais été un simple match. C'était une revanche chargée de politique, d'histoire coloniale et de 4 ans de ressentiment. Avant même le coup d'envoi, chacun savait que chaque contact, chaque décision et chaque regard vers l'arbitre serait interprété à travers 4 années de frustration. Revenons en décembre 2022. Le Maroc venait de devenir la première nation africaine et arabe à atteindre une demi-finale mondiale. Il avait éliminé la Belgique, il avait éliminé l'Espagne, il avait éliminé le Portugal. Un continent entier et le monde arabe soutenaient cette équipe face à la France, championne en titre. Les Bleus s'imposèrent 2 buts à 0 ce soir-là, mais le score ne racontait qu'une partie de l'histoire. À la 27e minute, l'ailier marocain Sofiane Boufal tomba dans la surface française après un contact avec Théo Hernandez. Les supporters marocains se levèrent en réclamant un pénalty. Au lieu de cela, l'arbitre avertit Boufal pour simulation. Le joueur, apparemment victime de la faute, fut sanctionné, et le VAR ne regarda même pas la séquence. Peu avant la pause, une autre action provoqua la colère du Maroc lorsque Aurélien Tchouameni sembla retenir Selim Amallah dans la surface. Les Marocains réclamèrent encore. Le jeu continua. Le VAR resta silencieux. Plus tard, un ancien arbitre international conclut à la télévision que les 2 actions méritaient un pénalty. La Fédération royale marocaine déposa une plainte officielle auprès de la FIFA. Rien ne changea. La France se qualifia pour la finale. Le Maroc rentra chez lui avec une rancœur qui couva 4 ans jusqu'à la revanche. Pour les Marocains, cette défaite n'avait donc jamais été seulement sportive. Elle était devenue le symbole d'un rendez-vous historique faussé par des décisions qu'ils jugeaient injustes. Cette revanche arriva plus vite que prévu, et cette fois le Maroc n'était plus le sympathique outsider qui avait stupéfié le monde au Qatar. Son ascension n'a rien d'un accident. Elle vient d'une stratégie nationale d'investissement menée depuis 15 ans, soutenue par le roi Mohamed VI, qui a fait du football une question de fierté et d'influence. L'Académie Mohamed VI a porté cette évolution, formant des talents qui rivalisent désormais avec les meilleurs centres européens. Les résultats sont spectaculaires. De plus en plus de joueurs d'origine marocaine refusent l'Europe pour les Lions de l'Atlas. Prenons Ayoub Bouhadi, milieu de terrain de 18 ans, né en France de parents marocains et courtisé avec insistance par la Fédération française. Il a dit non et choisi le Maroc, une décision devenue symbole d'un basculement générationnel en Afrique. Jusqu'à 6 joueurs nés sur le sol français auraient pu être alignés par le Maroc dans ce match. 6 joueurs nés en France, affrontant la France sous les couleurs du Maroc. Avec leur histoire coloniale, peu d'affiches égalent cette charge émotionnelle. Ce quart de finale représentait ainsi bien davantage qu'une nouvelle performance. Il devait montrer que le Maroc pouvait désormais défier durablement les puissances établies. Le Maroc aborda ce quart de finale avec un nouveau sélectionneur. Mohamed Wahbi avait remplacé Walid Regragui au mois de mars. Sous sa direction, les Lions de l'Atlas remportèrent la Coupe d'Afrique des Nations, survécurent ensuite à une séance de tirs au but face aux Pays-Bas, puis écrasèrent le Canada 3 buts à 0 en 8e de finale. Cette équipe croyait au titre. Wahbi expliqua aux journalistes que la seule prime qui comptait était le titre mondial. Mais un problème majeur se présentait. Ismaël Saibari, auteur de 3 buts en 4 matchs et attaquant marocain le plus en forme, se blessa contre le Canada et fut déclaré forfait pour le quart de finale. Sofiane Rahimi dut prendre sa place dans le 11 de départ. Perdre Saibari était un coup immense. Son absence retirait au Maroc non seulement des buts,
mais aussi de la profondeur, de l'intensité et une capacité constante à attaquer les espaces. De l'autre côté attendait une France semblable à une machine. 5 matchs, 5 victoires et seulement 2 buts encaissés dans tout le tournoi. Didier Deschamps visait une 3e finale mondiale consécutive, un exploit seulement réussi par l'Allemagne et le Brésil. Kylian Mbappé arrivait dans la forme de sa vie, avec 7 buts déjà inscrits, tout en étant entraîné dans une polémique extrasportive impliquant l'influenceuse paraguayenne Céleste Amarilla. Interrogé sur le sujet, Deschamps répondit simplement en espagnol que Mbappé était un garçon très fort. Avec Ousmane Dembélé lancé à pleine vitesse sur l'aile et le jeune meneur Désir Doué à la création, la France avait battu le Paraguay 1-0 en 8e de finale, et même ce score étroit semblait maîtrisé. Deschamps refusa pourtant de prendre le Maroc à la légère. Il rappela que les champions d'Afrique n'étaient pas venus simplement participer. La France ne brillait pas forcément à chaque minute, mais elle donnait l'impression de tout contrôler et de pouvoir décider d'un match sur une seule accélération. Quelques jours avant le coup d'envoi, la FIFA jeta une allumette dans une poudrière. Le tollé s'explique par le tournoi lui-même. La Coupe du Monde 2026 était marquée par les controverses arbitrales depuis son tout premier match. Lors de la rencontre d'ouverture, le Mexique battit l'Afrique du Sud 2-0 dans un match qui produisit 3 cartons rouges. Puis vinrent les buts refusés et les vérifications vidéo interminables. En phase à élimination directe, l'arbitrage était devenu le grand sujet du tournoi, au point d'obliger Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, à défendre publiquement ses officiels. Puis arriva le 8e de finale entre l'Argentine et l'Égypte, dirigé par l'arbitre français François Le Texier. L'Argentine s'imposa 3-2, mais la rencontre explosa dans la controverse lorsqu'un but égyptien qui paraissait valable fut annulé après intervention du VAR. Au terme d'une transition fulgurante d'un bout à l'autre du terrain, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan lança une violente tirade après le match, et les théories du complot envahirent les réseaux sociaux en quelques heures, sans qu'aucune preuve réelle ne soit produite. Dans un tel climat, la moindre erreur devenait immédiatement la preuve supposée d'un système plus vaste, même lorsque les faits ne soutenaient pas cette lecture. C'est précisément à ce moment-là que la FIFA annonça l'équipe arbitrale de France-Maroc, une équipe complète venue d'Argentine. Facundo Tello au centre, Juan Pablo Belatti et Gabriel Chad comme assistants, Dario Herrera comme 4e arbitre et Cristian Navarro comme assistant de réserve. 5 officiels, une seule nationalité et le premier match de toute la Coupe du Monde 2026, confié exclusivement à des arbitres d'un même pays. Il suffit de penser à l'image créée. Depuis la finale de 2022 remportée par l'Argentine de Messi, les deux nations vivent une rivalité amère. Elle ne s'était jamais vraiment apaisée. Si la France remportait ce quart de finale, elle pouvait très bien retrouver l'Argentine en finale, pour rejouer cette nuit historique. La FIFA confiait donc le quart français à 5 Argentins, après une polémique autour d'un arbitre français dans un match argentin. Comme on pouvait s'y attendre, le monde du football perdit la tête. Les accusations de tournois truqués circulèrent partout sur les réseaux sociaux. Même sans preuve de partialité, la désignation paraissait absurde par son image publique. La compétence des arbitres n'était pas nécessairement en cause. C'était la logique politique et symbolique de la désignation qui semblait incompréhensible. Deschamps refusa d'alimenter l'incendie. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, il déclara que son équipe devait simplement gérer la situation, qu'il faisait confiance aux arbitres et que l'adversaire de la France était le Maroc, pas le corps arbitral. Puis il glissa une pique très calculée. Il espérait que les arbitres de son match seraient aussi performants que Le Texier face à l'Égypte. Le message était clair. Wabi qualifia aussi Tello d'arbitre très expérimenté pour un match pareil. Mais il glissa une observation fascinante. Tello, expliqua-t-il, n'était pas un arbitre qui sortait rapidement les cartons jaunes, et cette tendance pouvait finir par façonner tout le rythme de la rencontre. Ce détail allait compter. Les deux sélectionneurs cherchèrent donc à calmer la situation tout en laissant passer quelques phrases montrant qu'ils suivaient chaque détail de la polémique.
Au-dessus de tout planait le souvenir de 2022. Le Boston Globe le formula clairement dans sa présentation du match. Le Maroc arrivait déjà avec le sentiment d'avoir été lésé une première fois. Interrogé sur la controverse, Deschamps esquiva diplomatiquement. Chaque match, expliqua-t-il, produit des décisions qui font débat. Le point de vue dépend toujours du côté du résultat où l'on se trouve, et le football, selon ses mots, ne laisse aucune place à la revanche. Puis une phrase fit réagir les deux camps. Il espérait simplement qu'il y aurait moins d'erreurs des deux côtés cette fois-ci. Moins d'erreurs de la part de l'entraîneur de l'équipe qui, selon beaucoup, avait directement profité de ces mêmes erreurs 4 ans plus tôt. On imagine son effet à Casablanca et Rabat. Autrement dit, la France avançait avec le poids d'un passé que le Maroc, ses joueurs et ses supporters n'avaient jamais réellement laissé derrière eux. Voilà l'atmosphère au Boston Stadium de Foxborough, le 9 juillet 2026. Un peu plus de 64 000 supporters remplirent les tribunes par un après-midi d'été suffocant, avec 32 degrés au coup d'envoi, 2 équipes avec une histoire, 5 Argentins observés et une demi-finale en jeu. La France démarra comme une équipe possédée. Dès la 4e minute, Mbappé passa derrière la défense marocaine et frappa juste à côté du poteau gauche. Cet avertissement lança une première période dominée par les Bleus. Le pressing français étouffa le Maroc très haut sur le terrain. Chaque fois que les Lions de l'Atlas tentèrent de ressortir proprement, des vagues de maillots bleus les encerclaient immédiatement. Dou était partout, au pressing entre les lignes et dans les centres venus de la gauche. Très tôt, un corner trouva la tête d'un attaquant français à quelques mètres du but, et seule une parade ferme de Yacine Bounou empêcha l'ouverture du score. Les statistiques s'étaient presque incroyables. La France rentra au vestiaire avec 13 tirs contre 1. Le Maroc n'obtint sa première tentative qu'au cours du temps additionnel. Il n'y eut aucune période d'observation. Dès les premières secondes, la France attaqua directement la construction marocaine, son rythme et sa confiance. À la 25e minute arriva l'action dont tout le monde parlerait. Mbappé déborda à pleine vitesse sur le côté gauche de la surface, à pleine accélération, et un défenseur marocain se jeta dans son passage. Mbappé tomba. Tello n'hésita pas une seconde et désigna immédiatement le point de pénalty sans aucune consultation. Pénalty pour la France. L'équipe argentine accordait donc un pénalty sur la première grande décision, mais la suite renversa le récit, car l'assistance vidéo décida de vérifier l'action, puis continua de la vérifier. 1 minute passa, puis 2. Mbappé resta près du point de pénalty, les mains sur les hanches, visiblement furieux, tandis que le public sifflait sous une chaleur accablante. 3 minutes passèrent pendant que les officiels examinaient tous les angles. Avant le geste le plus tendu du football, 3 minutes semblent éternelles. Mbappé voulait frapper immédiatement. À la place, il resta seul au soleil avec ses pensées, pendant qu'un stade entier regardait l'arbitre écouter les voix dans son oreillette. Chaque seconde supplémentaire transformait un pénalty ordinaire en duel mental entre Mbappé, Bounou, l'équipe arbitrale et des dizaines de milliers de spectateurs. À la 28e minute, le pénalty fut enfin confirmé. Mbappé s'avança face à un homme qui connaissait parfaitement cette situation. Yacine Bounou, héros de 2022 et l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire récente du mondial. Mbappé lança sa course, ralentit une première fois, puis une seconde, pour forcer le gardien à choisir trop tôt. Bounou ne bougea pas. La frappe vers la droite manquait de conviction. Bounou plongea bas sur sa droite et capta le ballon presque confortablement. Arrêté. Le stade explosa. Quelques instants plus tard, alors que la température restait proche de 32 degrés, arriva la première pause fraîcheur. Deschamps s'était plaint de la chaleur de Boston durant toute la préparation du match. C'était un four qui vidait les jambes en fin de match. L'arrêt changea immédiatement l'énergie du match. Le Maroc retrouva de l'espoir, tandis que la France vit s'échapper l'avantage précoce qu'elle croyait tenir. Le banc marocain explosa, tandis que Mbappé resta figé. Ce n'était pas un penalty manqué comme les autres. Cet arrêt mit fin à 15 pénaltys consécutifs transformés par Mbappé, une série qui remontait au 8e de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse, disputée durant l'été 2021. 5 années parfaites à 11 mètres disparurent.
S'il avait marqué, il aurait atteint 8 buts dans le tournoi et rejoint Lionel Messi en tête du classement du Soulier d'or. Pour Bounou, c'était presque une routine. C'était son 4e penalty arrêté en Coupe du Monde, séance de tir au but comprise. Cet homme est un mur, et chaque Marocain osa croire que tout restait possible. Parce que Mbappé avait été presque automatique pendant 5 ans, cet échec ressemblait moins à un simple raté qu'à la rupture d'une certitude installée. Furieux, Mbappé protesta auprès de Tello contre l'attente. Tello ne voulut pas discuter. Ici, la controverse devint étrange. Reprenons la séquence. L'arbitre argentin avait accordé le penalty à la France immédiatement. Mais la révision interminable de 3 minutes avait peut-être refroidi le meilleur tireur de la planète. Les supporters français repartirent en furieux contre ce délai. Les Marocains, eux, restèrent en fait convaincus que le penalty initial était trop sévère. La même équipe argentine avait mis les deux camps en colère avec une décision. Si la FIFA voulait une preuve du pouvoir de la perception, elle l'avait. Le problème ne concernait donc plus seulement le penalty, mais la manière dont deux camps pouvaient utiliser la même action pour défendre deux récits opposés. La France continua d'attaquer. Lucas Digne repiqua dans l'axe et décocha une frappe diagonale lointaine qui battit Bounou mais s'écrasa sur la barre transversale. Occasion après occasion, le Maroc refusa de céder. Les 11 défendèrent derrière le ballon et survivaient grâce à leur courage et Bounou. Avant la pause, le Maroc rappela qu'il vivait encore. Achraf Hakimi, capitaine et star du Paris Saint-Germain affrontant le pays de sa naissance, enroula un coup franc qui passa à quelques centimètres du poteau droit. C'était la première tentative marocaine de toute la période. La mi-temps arriva sur un score nul, avec 64 000 personnes se demandant si un nouveau miracle marocain commençait. La France possédait davantage de maîtrise et de qualité, mais jusqu'à la pause, la résistance marocaine maintint le score ouvert et le doute intact. Les mots de Deschamps à la pause fonctionnèrent. En seconde période, la France cessa de gaspiller ses occasions et commença à jouer avec une précision chirurgicale. À la 60e minute, Dou, excellent depuis le début de l'après-midi, glissa le ballon à Mbappé à l'intérieur de la surface. La plupart auraient en frappé. Mbappé fit l'inverse. Il contrôla, attendit et chercha le demi-mètre d'espace dont il avait besoin. Il déplaça le ballon, fixa les défenseurs, puis enroula une frappe sensationnelle au second poteau. Bounou ne put que regarder. 1-0 pour la France. Plusieurs records tombèrent. C'était le 8e but de Mbappé dans le tournoi, ce qui lui permettait de rejoindre Messi dans la course au Soulier d'or, son 12e but en phase à élimination directe de Coupe du Monde, un nouveau record absolu, et son 20e but en Coupe du Monde au total, 20 buts en Coupe du Monde à 27 ans. Ce but rappela pourquoi Mbappé n'a besoin que d'un demi-mètre et de quelques secondes pour transformer un match fermé en moment historique. Quelques instants plus tard, Issa Diop faucha Mbappé avec un tacle cynique et reçut un carton jaune. Ce détail résume l'arbitrage. Cet avertissement à la 63e minute fut le premier et le seul carton de toute la rencontre. Après l'hystérie et la peur d'un nouveau scandale, Tello dirigea ce corps brûlant avec un seul carton. Wahbi avait prévenu avant le match que Tello n'était pas un arbitre prompt à sortir les cartons. Il savait exactement de quoi il parlait. Avant que le Maroc respire, la France frappa encore. À la 66e minute, Mbappé, désormais totalement libéré, glissa une magnifique passe dans la course d'Ousmane Dembélé. Il traversa la défense comme des plots et conclut avec autorité. 2-0. Le match était terminé. 6 minutes, 2 gestes de génie individuel. Voilà la différence entre les équipes. Le Maroc avait défendu héroïquement pendant 1 heure, puis les 2 talents offensifs les plus chers de l'histoire du football français produisirent 2 actions impossibles à empêcher. Après 1 heure de discipline marocaine, 6 minutes de génie français suffirent à faire basculer une bataille encore ouverte vers une issue presque définitive. Puis vint l'image qui glaça la France. À la 77e minute, Mbappé fut remplacé en boitant visiblement. Les caméras le montrèrent sur le banc avec une poche de glace attachée à la cheville droite.
Le meilleur du tournoi avait un problème à la cheville avant la demi-finale. Mbappé parla lui-même de la blessure après le match. Il expliqua avoir reçu un coup à la cheville, mais être parfaitement bien, et ajouta que Jean-Philippe Mateta, son remplaçant, était simplement dans une meilleure condition physique pour disputer les dernières minutes. Plus tard, on le vit marcher et célébrer, calmant la panique française. Le vrai test viendrait à l'entraînement. Les paroles du joueur et les images suivantes rassuraient, mais seul le comportement de la cheville, sous une charge maximale, pouvait réellement lever les doutes. Le Maroc ne cessa jamais de se battre, même à 2 buts. Quand tout semblait perdu, le Maroc créa ses meilleures occasions. Mais le geste final, qu'un Saibari disponible, aurait peut-être apporté, leur manquait. Quand le Maroc passait, la France répondait. Au cœur des 6 minutes de temps additionnel, Dembélé lança Jean-Philippe Mateta entré en jeu. L'attaquant élimina son défenseur dans la surface et obligea Bounou à réaliser un nouvel arrêt, cette fois avec le pied tendu. Coup de sifflet final. France 2, Maroc 0. Exactement le même score qu'en 2022. L'histoire se répétait jusque dans le dernier chiffre affiché au tableau. Même mené, le Maroc conserva sa dignité, son courage et l'envie d'attaquer, sans toutefois parvenir à déstabiliser sérieusement la défense française. Sous le bruit politique, la réalité tactique est simple. Le pressing haut de la France détruisit complètement la capacité du Maroc à construire depuis l'arrière. Les lions de l'Atlas furent de longtemps enfermés dans leur propre tiers. 13 tirs à 1 ne sont pas une statistique, c'est un siège. Le milieu marocain, privé de la projection et de l'énergie incessante de Saibari, ne relia jamais défense et attaque. Hakimi, arme offensive la plus dangereuse, passa l'essentiel de l'après-midi à défendre sur Doué et Dembélé, au lieu de se projeter. Quand votre capitaine reste bloqué derrière, le plan est condamné. Pourtant, la différence vint de ce qu'aucun tableau tactique ne crée. Bounou maintint le Maroc en vie avec son pénalty arrêté et plusieurs autres interventions. La défense française ne concéda rien avant que le résultat soit acquis. Et Mbappé, au moment décisif, produisit un éclair de génie qui annula les sacrifices marocains. En élimination directe, l'équipe avec la superstar trouve souvent le passage. Cet après-midi-là, la France l'avait. Le Maroc, non. La tactique expliquait la domination française, mais la différence ultime restait la qualité individuelle dans ces instants rares où une rencontre se décide. Sur la controverse arbitrale de la semaine, le verdict est fascinant. L'équipe argentine, qui avait provoqué des accusations de complot, passa presque inaperçue. Elle donna un carton et un pénalty qui contredit le récit initial, puisque la longue attente provoquée par le VAR contribua peut-être directement à l'échec de Mbappé au lieu d'aider la France. Les Marocains jugeront le pénalty sévère et les 3 minutes resteront discutées. Mais il n'y eut ni scandale, ni match volé, ni répétition de 2022, du moins sur le plan arbitral. Parfois, la controverse absente devient l'histoire principale. Après une semaine de spéculation, la plus grande surprise fut donc de voir à quel point les arbitres finirent par rester en retrait du récit final. Pour le Maroc, le rêve mondial s'arrête en quart de finale. Un tour avant le parcours historique réalisé 4 ans plus tôt au Qatar, mais ce projet restera. Le roi Mohamed VI avait félicité les Lions après le Canada et salué leur combativité. Champion d'Afrique avec de jeunes talents choisissant le Maroc plutôt que l'Europe, avec un joueur de 18 ans comme Boadi qui pourrait encore disputer au moins 3 Coupes du Monde, les Marocains ont des raisons de croire à l'avenir. L'écart avec la France fut de 2 moments de magie, et il se réduit vite. Cette élimination ne change rien au fait que le Maroc possède désormais les structures, le talent et la confiance nécessaires pour peser longtemps sur les grands tournois. Pour la France, la machine poursuit sa route vers une 3e demi-finale consécutive, un exploit qui place cette génération parmi les grandes dynasties. Le vendredi, l'Espagne rejoignit aussi les demi-finales en battant la Belgique 2-1. Fabien Ruiz ouvrit le score, puis Mikel Merino décida à la 88e après une erreur du gardien remplaçant. Cela prépare France-Espagne le mardi 14 juillet au Dallas Stadium au Texas. Et au-delà pourrait attendre l'Argentine pour une revanche de 4 ans chargée de tout le poison du Qatar. Chaque célébration française portait un astérisque en forme de glace.
car le titre dépend de la cheville droite de Kylian Mbappé. 8 buts, record après record, le meilleur au sommet. S'il est pleinement apte, la France pourrait être impossible à arrêter. S'il ne l'est pas, la porte s'ouvre largement pour toutes les autres équipes encore en lice. À 3 matchs de la fin, le drame de ce mondial semble seulement commencer. La France avançait ainsi vers une demi-finale où la valeur de l'adversaire compterait énormément, mais où l'état de son joueur le plus important pouvait compter encore davantage.